Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup Barbara pour l'invitation de Sonnet à présenter notre travail ce midi. Alors d'abord, comme tu le disais bien, c'est une équipe. Donc je pense que c'est important que chacun puisse se présenter et expliquer d'où il vient, dans la mesure où ça va vous permettre aussi de voir à quel point l'équipe qui est en charge de la coordination de ce plan d'urgence logement est une équipe très complémentaire, avec des parcours et des compétences différentes, mais qui se complètent vraiment très bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Muriel Van der Giest. Je pense qu'on a un écho. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Ça va? Okay. Moi, je n'entends pas d'écho, Muriel. Pour moi, c'est OK. Donc, en fait, je vais couper mon micro. J'ai travaillé depuis 22 ans dans le secteur du logement social, que ce soit dans les CISP, à Molenbeek, à Bruxelles-Ville, à Schaerbeek ou dans une AIS, Logement pour tous. Et donc, le parcours qui a été le mien, ça a été toujours d'être sur l'accès au logement des publics les plus fragiles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint la coordination team du plan d'urgence logement au mois de novembre. Donc, c'est assez récent comme fonction. La coordination est assurée par 2 personnes, donc Yves Van de Castel et moi-même. Yves se présentera par la suite, mais là, je vais demander à mes collègues, en commençant par Chloé Gillin, de se présenter afin que vous sachiez qui sont les personnes répondantes aujourd'hui à vos questions. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Chloé Gillin, je suis arrivée au PUL il y a maintenant presque 2 mois. Je suis architecte de formation et j'ai travaillé dans les communes pendant 25 ans au sein du service urbanisme et aménagement du territoire, et j'ai souhaité rejoindre cette équipe pour pouvoir explorer le monde du logement et ses spécificités. Donc voilà. Bonjour, comme je suis à côté de Chloé, j'en profite pour me présenter. Je suis Véronique Delturco, architecte de formation aussi, et depuis 15 ans, je travaille au sein de l'administration régionale avec un petit peu toutes les casquettes. Et j'ai rejoint l'équipe du PUL au début de l'année ici, avec parmi mes fonctions essentiellement ce qui relève la coordination avec les autres institutions bruxelloises que je connais bien. Voilà. Voilà, donc en ce qui me concerne, je m'appelle Renzo Scanariato, je suis coordinateur financier pour la Coordination Team, donc je m'occupe de tout ce qui concerne les chiffres globalement. Et moi, je viens de l'administration publique, j'ai été budgétaire et manager aux taxes aussi pendant plus de 10 ans maintenant. Voilà, simplement. Voilà, on va vous lancer le PowerPoint de présentation avec comme timing, on s'est fixé maximum une demi-heure de présentation et ensuite questions-réponses afin que tout le monde puisse poser les questions brûlantes par rapport à celle-là. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Non. Non, là, on ne le voit pas encore. Dis-moi. Non, mais c'est ça. Oui. Non, je vais faire. C'est ça que tu dois partager. Ouais. Voilà. Et maintenant? Voilà, ça commence. Ouais. OK, super. Il est en mode PowerPoint ou vous avez l'écran? Je pense qu'il est en mode PowerPoint. Enfin, on voit en fait l'image principale et puis il y a quand même une bande à gauche avec toutes les maintenant. Voilà, là maintenant on voit le plein écran. Super. OK. Donc alors moi je vais encore juste me présenter. Donc Yves Van de Castel, je suis moi donc je suis coordinateur adjoint de cette cellule, mais je suis moi le mi-temps de la cellule, puisque par ailleurs j'ai toujours un mi-temps comme référent bruxellois du logement à Perspective, et donc ce qui permet de faire le lien avec les politiques de planification, ce qui est également assez intéressant. Alors, quand même, vous commencez par dire que ce PUL, ce plan d'urgence logement, qui est évidemment un plan
d'urgence, enfin, qui est tourné vers le logement et qui est donc porté principalement par la secrétaire d'État au logement Nawal Benamou, mais c'est un plan qui est quand même très clairement un plan de l'ensemble du gouvernement, qui est transversal, parce que non seulement on a des mesures qui sont très très concrètes, on va le voir sur des constructions et des histoires pareilles, mais par ailleurs vous avez des mesures fiscales, vous avez des mesures environnementales, des mesures où les pouvoirs locaux sont associés, enfin bref, et donc l'ensemble fait que cet objectif d'offrir une solution pour 15 000 ménages bruxellois, cet objectif est porté par l'ensemble du gouvernement et pas par un seul de ses membres. Et donc, c'est bien d'offrir des solutions pour 15 000 ménages, ce n'est pas construire 15 000 nouveaux logements. Hein. C'est vraiment autre chose. Il faut bien insister là-dessus. Alors, ce plan d'urgence, il est composé de 33 actions. 33 actions, on ne va pas toutes les détailler aujourd'hui, mais elles sont réparties sur 5 grands chantiers. Un premier chantier qui est consacré à l'augmentation de l'offre et à l'amélioration de la qualité des logements à finalité sociale. Donc, c'est vraiment ça qui est l'objectif de base. Et donc, vous allez retrouver là-dedans une série d'actions effectivement liées à des constructions, à des acquisitions, à l'abordabilité, je ne sais pas si c'est du français, au caractère abordable, financièrement abordable, ça c'est certainement du français. Des logements, la diminution des charges, par exemple dans les logements sociaux et ce genre de choses-là, vous allez retrouver ça dans ce premier chantier. Un deuxième chantier qui est un chantier plus lié à des opérations, à des actions de gouvernance publique, d'amélioration d'action publique en matière de logement. Vous allez retrouver là-dedans, entre autres, le sujet du webinaire précédent de Sohonet, puisque les charges d'urbanisme, la réforme des charges d'urbanisme, c'est une des actions que vous allez retrouver dans ce deuxième chantier. Le troisième chantier, lui, il est axé sur les locataires, avec une série d'aides tournées vers les locataires. C'est là-dedans que vous allez retrouver la nouvelle allocation loyer mise en place par le gouvernement, mais vous allez aussi retrouver une action qui est liée à la mise en place de la constitution, des garanties locatives, par exemple, pour les locataires. Ça va se retrouver dans ce troisième chapitre. Le quatrième, il vise à garantir le droit au logement, et donc là, ça part aussi sur des choses très diverses qui d'une part, visent à la lutte contre le sans-abrisme, contre les logements inoccupés, mais vous allez aussi retrouver une action qui touche à l'évaluation de l'ordonnance sur le bail, également sur la mise en place d'un monitoring sur les expulsions. Mais donc, c'est vraiment la notion de droit au logement. Et enfin, vous avez un dernier chapitre qui, lui, est consacré plus à l'accès à la propriété, à favoriser cet accès à la propriété, puisqu'on sait par ailleurs qu'en comparaison des 2 autres régions belges, c'est à Bruxelles que nous avons la plus grande partie de locataires ou la plus faible partie de propriétaires occupant leur logement. Alors, pour chaque action, le plan de base est déjà très précis et très réfléchi et mentionne toute une série de choses fort intéressantes où on part évidemment de constats qui amènent à la volonté de faire une action dans ce domaine-là, mais vous avez les responsables de l'exécution qui sont déjà très clairement définis, ou les ministres responsables de la mise en œuvre de cette action, ou les administrations qui devront y prendre part, une administration qui est déterminée comme étant l'administration pilote, et puis toute une série de partenaires
publics ou privés de cette administration pilote qui vont être sollicités pour la mise en œuvre de l'exécution de cette action. Vous avez une série de considérations techniques, vous avez une liste de modifications législatives à mettre en place si elles sont nécessaires, vous avez des délais de réalisation parce que ce plan d'urgence logement, c'est un plan de législature, comme la mise en place de notre cellule est liée à la durée de cette législature. Et donc, il y a l'obligation d'avoir des résultats dans un délai qui est finalement relativement court, surtout quand on peut considérer qu'on est déjà à mi-législature. Vous avez une série d'indicateurs de suivi qui ont été imaginés aussi déjà dès l'élaboration du plan, qui vont permettre de faire un reporting sur un état d'avancement de ce plan d'urgence. Et puis surtout, c'est aussi très important, le budget est déjà déterminé pour chaque action, y compris les budgets supplémentaires nécessaires. Et donc, c'est plus de 15 000 solutions pour des ménages qui sont en attente d'un logement social, là, les fameux un peu plus de 50 000 ménages à l'heure actuelle en attente sur la liste d'attente de la SLRB, qui passent entre autres par des constructions ou des acquisitions de nouveaux logements sociaux, mais aussi par la mise en place de la concrétisation de cette nouvelle allocation loyer. Mais c'est aussi un travail, on aura l'occasion de vous en reparler, sur la socialisation du parc de logements publics au niveau des acteurs locaux. C'est aussi une mobilisation du privé à finalité sociale par l'augmentation du parc AIS. Et puis, c'est aussi, en dehors de ça, une politique ou une mise en œuvre très importante sur la rénovation des logements sociaux, une concrétisation de ces éléments-là. Et donc, dernier point avant de passer la parole à Muriel au niveau des actions, c'est que donc, non seulement le PUL bénéficie des budgets qui avaient déjà été accordés aux politiques du logement, notamment en ce qui concerne les 810 millions qui étaient déjà prévus dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional du logement et du programme Alliance Habitat, des 500 millions qui étaient prévus déjà également pour ce qui concerne la rénovation des logements sociaux, mais vous avez également 190 nouveaux millions qui ont été budgétés et alloués à différentes actions pour pouvoir réellement mettre en œuvre ces actions et ne pas parler dans du vide, pouvoir tout de suite venir sur le concret de ces actions-là également. Voilà, maintenant que Yves nous a brossé le tableau général du plan d'urgence logement, qui est vraiment une feuille de route très construite à mettre en œuvre d'ici la fin de la législature. Je vais vous expliquer les missions de la Coordination Team dans ce cadre-là. Donc, en fait, nous sommes une petite équipe. Donc, on s'est présenté, on est 5 personnes, ce qui représente 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça. On a une 6e personne qui nous rejoint encore au mois de mai. Donc, l'équipe s'est constituée au fur et à mesure entre le 1er novembre et sera complètement constituée au 1er mai avec l'arrivée d'un assistant administratif. Mais notre but, c'est essentiellement d'anticiper les problèmes, d'identifier des alertes, donc d'aller dire, voilà, là, il y a quelque chose qui bloque, pour pouvoir les débloquer rapidement, et puis de favoriser des coordinations et accélérer la prise de décision. Ce dernier point est vraiment important parce qu'on se rend compte que dans le fonctionnement des différents acteurs, les mécanismes habituels de prise de décision qui sont administratifs, politiques, ont leur durée de vie, ont leur parcours qui parfois sont relativement difficiles à mettre en œuvre dans le cadre d'un plan d'urgence. Donc nous, on est là pour identifier cela et dire voilà, là il faudrait peut-être faire un raccourci, là il faudrait peut-être rassembler différentes personnes autour de la table de manière à pouvoir aller plus rapidement à la décision, et c'est un rôle important. On se rend compte que ça a du sens dans ce que nous mettons déjà en place maintenant. Donc, on facilite énormément de contacts entre les différents acteurs.
On assure de la coordination des projets là où c'est nécessaire. Donc, certains projets sont complètement menés par les acteurs dont on parlera dans la slide suivante. Certains dépendent de nombreux acteurs et c'est là qu'on arrive évidemment comme un ensemblier. Donc, on met les gens autour de la table et on vérifie que chacun sache exactement ce qu'il est attendu d'elle ou de lui, sans se substituer du tout à ces acteurs. Ça, c'est très important et on l'explique chaque fois bien, à chaque fois qu'on rencontre un pouvoir local, un partenaire administratif, un représentant politique. Nous sommes là pour faciliter et pour aller faire du lien dans les gaps. Donc, on remplit les petits trous qui restent dans une procédure, mais on ne prend la place vraiment de personne, d'autant plus que notre coordination team, elle a une durée de vie qui est liée à la législature. Donc, nous sommes engagés jusqu'à la fin de 2024. On a des objectifs clairs à remplir d'ici là et nous espérons vraiment que le fait que ces objectifs puissent être remplis fasse que cette coordination team ne soit pas nécessaire de la reproduire telle qu'elle. L'important, c'est d'apporter une impulsion, d'apporter des nouveaux modes de collaboration, mais le but n'est pas de pérenniser l'action en tant que telle, c'est vraiment d'être là en soutien, en facilitateur et parfois en révélateur de gaps entre différents services, différentes missions où il manque simplement un petit élément de lien. Alors, le travail que nous faisons fait l'objet d'un reporting pluriannuel auprès du comité de pilotage ministériel. Ce comité de pilotage ministériel a délégué la fonction de tutelle de la coordination team à la secrétaire d'État Nawal Benamou, que nous rencontrons en tout cas l'équipe du cabinet et parfois Madame Benamou, à raison de 2 fois par mois, pour faire le point sur les actions en cours. Donc, c'est quelque chose qui est très suivi et la présentation des résultats au niveau du comité de pilotage ministériel aura lieu 2 fois par an, à des moments aussi où ça correspond à des moments de révision budgétaire. Voilà. Alors, quels sont les acteurs concernés? Certains d'entre eux sont ici autour de la table, dirais-je, autour des écrans. Les 2 principaux acteurs de l'ensemble des missions, c'est essentiellement Bruxelles Logement et la SLRB, qui ont le plus de missions du PUL dans leurs attributions. Nous avons également des liens avec l'ensemble des acteurs du logement en région bruxelloise, que ce soit Perspective, l'ASSO, CityDef, Urban pour les permis d'urbanisme, le Fonds du logement qui a encore certains projets, Bruxelles Environnement pour la délivrance de certains permis dans les projets et aussi pour une action qui concerne plus particulièrement l'entretien des espaces verts pour diminuer les charges d'entretien de ces espaces verts dans le logement social. Alors, Brulocalis est mentionné ici, donc j'ai repris ce schéma de la publication de Sohonet. Je n'ai pas mis la source, donc veuillez m'en excuser, mais je rends à César ce qui lui appartient. Donc c'est Sohonet qui a réalisé ce schéma, qui reprend bien l'ensemble des acteurs à mobiliser pour l'ensemble des projets qui concernent la création de logements abordables en région bruxelloise. Et donc quand on voit ce schéma, on comprend qu'une petite cellule de coordination et de facilitation peut vraiment avoir toute son utilité pour que l'ensemble des actions puissent faire le tour des différents acteurs concernés. Donc, ces 33 actions ne se concentrent pas uniquement sur le bâti. Il y a aussi des mesures d'accompagnement et de soutien aux locataires, de la simplification et de l'accélération de procédures. La Fast Lane, notamment, qui a été mise en place pour les projets de la SLRB en matière de création de logements sociaux en collaboration avec Urban, est une illustration de cette manière d'accélérer les procédures. Donc, nous avons été créés, donc cette cellule a été créée en étant rattachée à la fois à l'administration, parce qu'il faut que nous soyons en lien avec l'ensemble des acteurs principaux de ce plan, et dans un département qui s'appelle Synergie, qui n'est pas très connu et qui est en charge des plans transversaux du gouvernement. Donc, quand des plans concernent l'ensemble des compétences, Synergie est le pilote qui veille à leur mise en œuvre dans la région bruxelloise. Et nous sommes en lien direct avec le cabinet de la secrétaire d'État, Nawal Benamou, qui assure donc la tutelle de notre cellule de coordination pour le compte du comité de pilotage. Donc, le plan a pour objectif principal de garantir le droit au logement à tous les Bruxellois et les Bruxelloises et de mettre en œuvre des solutions vraiment concrètes.
pour soutenir au minimum 15 000 ménages en attente d'un logement social. Et ça, on le répète encore une fois, malgré ce qui a été écrit dans certains articles de journaux, nous ne promettons pas 15 000 logements. Loin de là, personne n'aurait, comment dire, enfin, oui, l'audace ou bien le manque de réalisme d'aller promettre 15 000 nouveaux logements sociaux. On parle bien de 15 000 solutions pour 15 000 ménages. Et ça va de l'aide à l'allocation au loyer, à la facilitation de certaines procédures, l'accès à des logements, la captation de plus de logements via les AIS. Donc, c'est l'ensemble des solutions qui va concourir à proposer 15 000 solutions. Il ne faut pas oublier que concourir à ces solutions pour les ménages qui sont dans la liste d'attente de la SLRB, c'est important, mais que le public des Bruxellois avec des revenus modérés qui désirent devenir propriétaires est aussi une cible de ce plan. Et donc, certaines actions sont orientées vers ce public-là de manière à augmenter la part des propriétaires occupants en région bruxelloise. Ici, nous allons vous présenter 3 exemples concrets qui concernent en fait 4 actions, des actions qui sont mises en œuvre et facilitées par le PUL. Au niveau de l'augmentation de l'offre et de la qualité des logements sociaux, c'est l'action 1, donc c'est la poursuite des plans de construction régionaux, c'est le plan régional du logement et c'est l'Alliance Habitat. Comme vous le savez, et le travail de Yves Van de Castel depuis plusieurs années le démontre chaque année, la vitesse de production ne suit pas toujours les plans tels qu'on aimerait les voir évoluer. Et donc, dans le plan d'urgence logement, tout est mis ensemble avec les acteurs concernés, donc la SLRB urbaine essentiellement et Bruxelles Environnement, pour pouvoir arriver à des résultats le plus rapidement possible. Alors, nous avons également l'action 2, qui est la stratégie d'acquisition et de rénovation et lancement de l'appel public. Là, c'est une action qui concerne les communes pour pouvoir leur permettre d'acquérir des biens rénovés de manière à pouvoir créer plus de logements à finalité sociale. Nous avons aussi les actions qui concernent l'achat du clé sur porte, avec des appels à projets pour les opérateurs privés afin de proposer des logements qui sont soit déjà, corrigez-moi si je ne suis pas tout à fait correcte, au niveau d'obtention du permis d'urbanisme, soit déjà construit, soit en chantier. Oui, c'est ça. Hein. Qui ne peuvent plus être attaqués d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, dans le cadre des contrats communs, donc, qui est aussi une partie importante, nous avons essentiellement l'action 3, qui est la socialisation du parc de logement public, qui a fait, je crois, couler beaucoup d'encre parce que le terme est assez ambigu, il faut bien le reconnaître. Ce qu'on entend par socialisation du parc de logement public, ce n'est pas du tout une prise en main de ces logements par la région, loin de là. Donc, les opérateurs, que ce soit les communes ou les CPAS, restent à la main, ce sont leurs logements. Ce qui est socialisé, c'est le calcul du loyer. Donc là, c'est un gros travail qui est réalisé en collaboration avec la SLRB et Bruxelles Logement et les communes ou les CPAS. Et c'est donc de pouvoir proposer à tous leurs locataires qui sont dans les conditions pour les obtenir, donc les gens qui sont en fait inscrits à ce jour sur la liste d'attente du logement social et qui sont dans toutes les conditions au niveau des revenus et de non-propriété, de pouvoir bénéficier du même calcul de loyer, donc du même loyer que s'ils étaient locataires d'un logement social. Ce qui, pour certaines familles, peut faire des différences allant jusqu'à 300 € par mois de différence de loyer. Donc, qui fait quoi dans cette action-là? Les communes et les CPAS gardent la gestion et sont les interlocuteurs des locataires. C'est vraiment vers eux que les habitants, les locataires doivent se tourner. C'est la SLRB qui fait tout le travail de calcul des loyers et c'est Bruxelles Logement qui va vérifier et payer les tranches de compensatoire aux communes, puisqu'il est évident que ce mécanisme ne peut pas mettre en péril les finances communales et que donc la différence de loyer est compensée par la région. Alors, 2 communes pilotes ont démarré en 2021. Il s'agit des communes d'Ixelles et de Saint-Gilles. 2 autres communes ont signé le contrat commun à ce jour, c'est Molenbeek et Torbeek. Anderlecht et Forêt suivront bientôt. Une autre action que nous voulions vous présenter pour illustrer le travail du PUL et de notre cellule, c'est l'allocation loyer nouvelle version. Donc là, c'est Bruxelles Logement, évidemment, qui est le porteur de cette action. Et le but
c'est que les ménages inscrits sur la liste d'attente pour un logement social puissent obtenir une aide mensuelle pour pouvoir les aider à payer le loyer qu'ils payent actuellement sur le marché privé. Elle comporte l'avantage d'être beaucoup plus simple que l'allocation loyer qui était en cours jusqu'en 2021 et certaines actions se font de manière semi-automatique. Donc, la région peut croiser des données. De ce fait, un formulaire est pré-rempli et le demandeur n'a plus qu'à le signer. On estime que 12 500 bénéficiaires seraient dans les conditions pour pouvoir obtenir cette allocation loyer. Elle a été lancée au 1er octobre 2021. Alors, elle a été vraiment très, très bien accueillie par les personnes concernées, puisque Bruxelles Logement a reçu plus de 10 000 demandes au mois de février, jusqu'en février. Donc, il y en a encore qui rentrent. Je n'ai pas le dernier chiffre, mais on était donc déjà à plus de 10 000 demandes au 7 février dernier. Le traitement est en cours et le développement des programmes informatiques qui sont nécessaires pour pouvoir à la fois répondre et assurer le paiement est en cours également. Donc, la mise en œuvre des paiements devrait avoir lieu dans le courant du mois d'avril. Alors, qui fait quoi dans ce domaine-là? Bruxelles Logement gère tout, depuis la réception des demandes jusqu'au paiement. Comme vous pouvez le voir dans le tableau qui est joint à ce slide, les montants qui sont accordés par mois pour compenser donc le loyer payé dans le privé par ces gens qui sont en attente d'un logement social sont différenciés selon qu'on est une famille monoparentale ou pas. Mais comme vous pouvez l'observer, les montants sont quand même assez intéressants et sont augmentés par le nombre d'enfants composant le ménage. Alors, d'autres actions font bien sûr l'objet d'un soutien et d'une coordination via notre équipe. Le développement de l'offre AIS, il y a pas mal de choses qui sont en cours avec le secteur des AIS, notamment un travail d'auto-évaluation avec un opérateur extérieur et Bruxelles Logement qui donne vraiment beaucoup d'informations et la richesse d'intervention des AIS avec leur parcours respectif. Et ça, c'est vraiment une belle photographie du secteur qui, j'espère, sortira de ce travail. Alors, il y a la Fast Lane pour les permis d'urbanisme qui a aussi un rôle important pour pouvoir assurer plus rapidement la mise en œuvre des actions 1 et 2 concernant à la fois la construction et la rénovation du parc du logement social. Les critères d'attribution dans les sociétés de logement, donc ça c'est l'action 8 qui vise à trouver des moyens de faciliter l'accès à des grands logements des ménages et des familles qui sont sur la liste d'attente du logement social. La lutte contre l'insalubrité, donc qui est la mise en place d'une alerte dans les services de population des communes. Donc ça, c'est un point très précis sur lequel nous sommes actifs. C'est dans le cadre de tous les contacts avec les communes pour les contrats communs et la mise en place de la socialisation, de voir comment mieux vérifier qu'un logement dans lequel des gens viennent s'inscrire à la population ne fasse pas l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité pris par la direction, la DIRL. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà dans certaines communes et nous essayons de prendre cette bonne pratique pour pouvoir la répandre dans l'ensemble des communes bruxelloises. Un outil aussi qui pourrait être vraiment intéressant pour l'accroissement du parc immobilier abordable, c'est le démembrement de la propriété. Donc là, il y a plusieurs choses en cours, notamment récemment, il y avait un webinaire de Sonet qui évoquait cette solution comme étant un levier important pour attirer des investisseurs. Alors, un point qui fait l'objet d'une étude auprès des différentes parties prenantes, c'est le conventionnement des logements du parc locatif privé. C'est un vaste sujet sur lequel nous sommes fort actifs pour le moment. Donc, tous mes collègues et moi-même, nous rencontrons les différents acteurs qui ont été identifiés, c'est-à-dire le syndicat des propriétaires, le syndicat des locataires, le RBDH, les AIS, loyers négociés, l'UPSI, les agences immobilières, les juges de paix, enfin voilà. On est en train de faire le tour de nombreux acteurs afin de prendre auprès d'eux toutes les bonnes idées pour pouvoir mettre en place un conventionnement qui viserait à réguler le marché privé, mais sur base volontaire. Donc avec des avantages, des contraintes, tout ça est en train d'être étudié et nous ferons des propositions au cabinet de Nawal Benamou d'ici le mois de juin, de manière à ce que quelque chose puisse en sortir
d'ici la fin de la législature. Alors, 2 actions sont pratiquement abouties. C'est d'augmenter l'offre d'accueil pour les publics victimes de violences intrafamiliales et pour le public LGBTQI. Les immeubles ont été achetés par la région, donc par la régie foncière régionale. Certains doivent faire l'objet de transformations, d'autres sont déjà tout à fait en bon état. Donc ça, c'est quelque chose qui avance vraiment bien. Et puis, augmenter l'offre d'accueil pour le public sans abri. Les immeubles également achetés par la régie foncière régionale sont en cours de rénovation ou vont bientôt l'être. Alors, les principaux constats de la coordination team après 3 mois de fonctionnement. On vous les livre en vrac, c'est un peu brut de décoffrage, on a fait ça rapidement entre nous, donc n'hésitez pas par la suite de poser vos questions, il y a peut-être d'autres constats qui vont en ressortir, et c'est ça la richesse de ce genre d'exercice. Donc, c'est que le nombre d'acteurs concernés par une grande partie des actions nécessite de renforcer la coordination et de concevoir de nouveaux modes d'échange entre institutions. Donc ça, tous nos collègues des administrations le voient comme une plus-value. Avoir des courroies de transmission transversales, c'est vraiment une nécessité dans ce type d'exercice qu'est le plan d'urgence logement. Alors, un autre point qui est remonté par tout le monde, les contraintes du RGPD ralentissent fortement la collaboration entre différentes institutions, que ce soit l'allocation de loyer, la socialisation, on a encore d'autres exemples, c'est vraiment un frein important et ça va faire perdre du temps sur le planning initialement établi de plusieurs actions. La mise en œuvre est toujours plus complexe que la conception. Il faut impliquer, et ça c'est clair, les personnes de terrain dès le départ. Donc là, on a déjà pu identifier à plusieurs endroits, plusieurs actions où les rendre concrètes, faire les choses avec les ayants droit, rencontrer les locataires, compléter les dossiers, obtenir les bonnes informations, c'est beaucoup plus chronophage que ce qui n'avait été imaginé au départ. Alors, la plus-value du PUL en termes d'innovation institutionnelle est déjà visible. On observe déjà des bonnes collaborations entre des services régionaux et des communes, là où auparavant, elles n'avaient pas l'habitude de collaborer ou n'avaient pas mis en place, en tout cas, le canal nécessaire pour le faire. Alors, la question du logement abordable en région de Bruxelles-Capitale fédère les bonnes volontés, ça c'est indéniable. Partout, tout le monde accueille les actions du PUL d'une manière ou d'une autre comme étant vraiment nécessaires, indispensables. Et franchement, nous, on observe que ce soit du côté des partenaires publics, que ce soit du politique, que ce soit du privé et de l'associatif, une réelle adhésion à ce que les choses évoluent dans un sens de création de plus de logements pour les publics qui n'ont pas accès au marché privé. Ça fait l'unanimité. Jusqu'à présent, on n'a personne qui nous a dit, nous, on ne veut pas du tout aborder cette question-là. Donc, il y a à chaque fois une ouverture, un intérêt pour collaborer d'une manière ou d'une autre, avec toutes les réticences des uns et des autres par rapport à certaines mesures, mais à ce que l'ensemble puisse avancer dans une direction de plus de logements abordables dans cette capitale. Alors, nous, ce qu'on observe aussi, c'est que la création de notre cellule de coordination team permet d'avoir en interne, que ce soit avec le cabinet, que ce soit avec les partenaires des administrations, une vision critique du PUL. Donc, on a cette possibilité, et je crois que c'est un luxe que peu d'administrations ou d'institutions peuvent se permettre, de s'autocritiquer, de le faire remonter, de le partager avec toutes les parties prenantes, parce que nous sommes une petite cellule qui ne se met à la place de personne, parce qu'on vient en complément et parce qu'on est là pour un certain temps. Donc ça, c'est vraiment, on se rend compte, une des plus-values de ce type d'équipe qui permet dès lors de parfois simplement poser le doigt sur quelque chose que tout le monde identifie comme un frein, mais que personne dans sa position respective n'ose faire remonter parce que ça mettrait peut-être en péril un collègue, une autre administration, et donc par prudence, on ne le fait pas. Nous, on a cette liberté, on a même invité à le faire. Bien, on le fait gentiment, on le fait respectueusement, mais oui, tout à fait, Yves, oui, oui, et ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment une plus-value que nous avons déjà pu observer. Alors voilà, on est arrivé à la fin de la présentation pour laisser plus de temps aux échanges et aux questions. Donc, on vous remercie vraiment pour votre attention déjà jusque-là. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail
On le fera repartir vers les collègues si ça concerne des points qui les concernent. Mais on est vraiment à votre disposition pour répondre à tout cela. Après le webinaire, là, maintenant, je remets la parole à Barbara pour qu'elle puisse lancer le débat. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Muriel, merci Yves. Mais oui, effectivement, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat, donc je me propose de vous les lire et d'y répondre, et ceux qui ont posé la question, n'hésitent pas à préciser s'ils le souhaitent. Mais avant ça, moi, j'ai une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que Bruxelles Synergie ? Qui se cache derrière Bruxelles Synergie et quel est leur rôle? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas l'existence de cette administration. Donc, je vais me charger de cette réponse. On aura coupé le son de mon côté, parce que sinon on va avoir... Bon, il faut aussi couper le retour sonore. Désolé. Bien, donc Bruxelles Synergie, c'est tout simplement en fait l'administration centrale qui était avant, voilà, comme ça ira mieux, Bruxelles Coordination Régionale. Donc c'est l'administration des secrétaires généraux. Donc c'est une administration qui n'a pas de mission spécifique comme par exemple Bruxelles Logement ou Bruxelles Fiscalité pourrait en avoir. Bruxelles Synergie est donc vraiment l'administration qui sert à coordonner les différentes administrations du SPRB, parfois en lien avec les différentes OIP, donc les organismes régionaux qui ne font pas partie de l'administration centrale, et sert aussi aux plans gouvernementaux qui sont généralement transversaux ou du ministre-président en fonction. L'avantage ici d'avoir la team dans Bruxelles Synergie est tout simplement parce que c'est déjà une administration qui est en contact avec les autres administrations et qui concerne aussi des services centralisés comme la traduction ou les juridiques, par exemple. En fait, ça nous permet d'être plus facilement en contact avec le reste. Voilà, donc c'est juste en gros l'administration centrale des secrétaires généraux. Voilà. Ok, merci. Alors, je pense que c'est Esther qui faisait remarquer que dans le schéma justement que Sonnet avait réalisé il y a quelque temps des acteurs de la création et captation de logements, il manque les AIS, c'est la FEDAIS ainsi que la COCOM. Je pense qu'elle n'a pas tort. Donc, attends, est-ce qu'on avait un problème de son? Donc, si tu peux répéter le début de la question. Donc, ce que Esther faisait remarquer, je pense qu'elle n'a pas tort, dans le schéma justement que Sonnet avait réalisé il y a quelque temps avec les différents acteurs de la production et de la captation de logements, il semble qu'il manque les AIS et la COCOM parmi les acteurs. Voilà, au niveau des AIS, je pense que lorsque le schéma avait été dessiné, nous avions, dans ce schéma-là, à Sonnet, décidé de mettre les acteurs publics, il me semble, et pas associatifs et privés. C'était un choix à l'époque, mais le schéma pourrait être complété effectivement avec des acteurs importants. Au niveau de la COCOM, par contre, j'ai une question alors. Quel est le rôle de la COCOM en matière de captation de logement? Esther, ça, je te laisse y répondre. La COCOM est clairement impliquée dans l'action 27, donc la création de logements via les AIS, qu'elle développe actuellement vu le succès assez mitigé du côté des AIS. Donc, je pense que maintenant, ils sont en train d'élargir le discours par rapport à l'action 27. Et voilà, donc je pense que c'est, en tout cas en ce qui concerne le secteur sans-abrisme, un poste important. D'accord. Merci. Je t'en prie. Oui, et du coup, je pense que vous y avez répondu en partie dans la suite de votre présentation, mais c'était Andrea Diogène qui demandait: y a-t-il une place pour la Fédération des AIS et si oui, laquelle? Oui, bien sûr, la Fédération des AIS est tout à fait impliquée dans le travail qui est en cours avec le secteur au niveau de Bruxelles Logement. Donc, ce travail d'auto-évaluation avec un opérateur extérieur et la FEDAIS, la Fédération des AIS, fait partie du comité de pilotage de cette étude qui est en cours. Donc, bien sûr, ils sont totalement impliqués, quoi. Oui. Et nous avons également impliqué des AIS dans d'autres actions. Le conventionnement, on vient d'en rencontrer plusieurs parce que c'est important d'avoir le retour du terrain. On essaie vraiment d'impliquer dans
tout ce qui doit encore être étudié pour être mis en œuvre, d'impliquer le plus grand nombre d'acteurs et de parties prenantes, parce que c'est important, c'est eux qui peuvent, dès le départ, identifier les freins éventuels parce qu'ils ont l'expérience. Merci, Miel. Alors, c'est Adenef, mais alors Adenef, je ne sais pas quelle association ou acteur. C'est Logement pour tous, l'AIS Logement pour tous. Voilà, super, merci. Alors, la prévention des expulsions est-elle prévue dans ce plan et si oui, avec quels outils? Donc, en fait, il y a effectivement un point, je vais laisser Yves répondre parce qu'il avait… Mais donc, le gouvernement s'est fort du travail de l'Observatoire de la santé et du social il y a 3-4 ans, là, qui était parvenu à une série de conclusions, mais qui était aussi surtout parvenu à la conclusion qu'en fait, on manquait de la donnée et on manquait d'un outil centralisateur de cette donnée pour réellement pouvoir faire des analyses et prendre des mesures par rapport à cette politique des expulsions, enfin, c'est pas une politique, à ce constat des expulsions. Et donc, il y a la volonté, dans le cadre d'une réforme du Code du logement, d'intégrer dans cette réforme des éléments assez clairs quant à la collecte des informations pour avoir une image meilleure que celle que l'on a à l'heure actuelle, y compris avec l'étude d'Inoviris qui est dans la presse ces derniers jours, mais qui porte sur ce sujet-là également. Voilà, donc en fait, les expulsions ne sont pas un point en tant que tel du PUL, mais font partie de l'ensemble des attentions qui seront portées. Mais donc, oui, là, je relis la question, et la question, elle portait sur la prévention. Oui. En fait, non. Sur la prévention, non. Mais là, le PUL, un des objectifs du PUL est de pouvoir mettre en place ce monitoring des expulsions, et puis sur base des résultats de ce monitoring, de pouvoir effectivement à ce moment-là proposer des recommandations, proposer des choses dans ce cadre, dans un cadre plus préventif. Mais donc strictement parlant, le PUL, non. Là, je rebondis pour souligner quelque chose que, en fait, on aurait pu mettre aussi dans les constats, c'est que nous nous rendons compte en termes de monitoring en région bruxelloise qu'il nous manque vraiment beaucoup de photographies de certaines choses parce qu'on n'a pas un tableau complet. Les informations sont assez disséminées. Il y a plusieurs producteurs d'informations concernant le logement, les locataires dans la région, mais peu d'endroits où ça… Enfin, il n'y en a pas. Il n'y a pas un endroit où tout est rassemblé. Et ça, c'est aussi une recommandation que nous sommes en train de construire, c'est de pouvoir avoir une meilleure image et des informations beaucoup plus fiables sur le secteur du logement, des locataires, des propriétaires, des bailleurs, enfin, dans l'ensemble, pour pouvoir prendre des décisions et que le politique puisse faire des choix sur base d'informations pertinentes. Voilà. C'est ce qu'avait révélé aussi le comité scientifique du logement, il me semble. Voilà, absolument. Absolument. Tu as bien lu. Pardon? Tu as bien lu, ou tu te souviens bien du webinaire Bien. J'ai bien fait mes devoirs, oui. Alors, Laurent Durcel, bonjour Laurent, nous demandait combien de personnes sans chez soi et dans la liste d'attente sont-elles prioritaires dans le PUL? Alors, il n'y a pas de priorité quantitative sur les personnes sans chez soi. Il y a donc les deux actions qui concernent des publics particuliers qui sont dans la garantie du droit au logement. Hein. Donc, c'est augmenter l'offre d'accueil des personnes sans abri et aussi pouvoir offrir de l'accueil pour des publics particuliers comme les victimes de violences intrafamiliales et LGBTQI. Donc ça, ce sont des micro-réponses, hein, parce que c'est la création de lieux d'accueil. Donc on est sur 50, 60 places, on n'est pas sur des grands plans d'accueil, évidemment. Et donc il n'y a pas d'objectif quantitatif quant aux personnes sans chez soi, si ce n'est la création de ces nouvelles places, mais qui sont relativement limitées, mais qui sont déjà réellement là. Donc, si au cours du PUL, parce que le PUL est aussi quelque chose d'évolutif, donc on nous a demandé au fur et à mesure de réévaluer les choses et de pouvoir proposer. Si en cours de route du PUL, on se rend compte qu'il y a une action qui permettrait de dégager des moyens ou des pistes pour orienter plus vers le public du sans chez soi ou du sans-abrisme, puisque les deux termes sont utilisés dans le secteur, c'est important aussi qu'on puisse le faire. On essaie vraiment, comme on est
d'origine et de parcours différents, on est tous attentifs à des choses particulières, mais ça se complète bien. Donc, dès qu'on voit une piste pour quelque chose, ben, on la fait remonter. Mais nous n'avons pas de chiffres à annoncer en matière de remise en logement de personnes qui sont sans chez soi pour l'instant. Il me semblait, Muriel, et Laurent, peut-être que tu confirmeras que justement dans le PUL, il y avait une action spécifique par rapport au sans-abrisme qui parlait d'une collaboration avec les AIS pour la création de 400 logements, ou en tout cas solutions pour vraiment destinés aux sans-abri. Et ça, c'est un appel à projet qui a déjà été relancé 2 fois et qui ne rencontre pas un succès très important à ce jour, je pense. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais donc c'est relativement faible par rapport à ce qui avait été imaginé. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas parler de résultats à obtenir parce que, voilà, il y a eu appel à projet au secteur. Les AIS sont libres ou pas d'adhérer à cet appel à projet. Et le succès n'a pas été au rendez-vous, on va dire. Voilà. Okay. Alors, oui, Laurent? juste pour ajouter le point de vue du syndicat des immenses, cette absence de priorité, qu'une personne qui est sans chez soi ne soit pas prioritaire d'une manière ou d'une autre, alors que les femmes dans certaines conditions, LGBT dans certaines conditions, les femmes battues, etc., que ce ne soit pas un critère et qu'il soit mis au même pied que des personnes qui sont déjà en logement, mais dans un logement pas du tout conforme à leur charge familiale, et reste totalement inaccepté. Et voilà. Pour anticiper par rapport à ce que tu viens de dire, Muriel, et comme ça, on fait une autre question que j'ai posée, c'était l'idée d'une AIS 100% dédiée j'en avais parlé au cabinet Marron, l'idée d'une création d'une AIS 100% dédiée aux personnes sans chez soi pour éviter justement ce tour de table infructueux ou pour des raisons assez prévisibles. Ils ont déjà assez de travail comme ça. Il n'y a que les quelques AIS militantes et voilà, qui vont le faire. Et pourquoi pas une AIS. Mais j'anticipe sur une question future. Et donc, en fait, moi, ce que j'observe depuis plus de 20 ans, c'est que chaque fois qu'on favorise un public, ben, on réduit le gâteau pour les autres. Hein. Donc, je pense que morceler la question du logement abordable dans des publics particuliers, ça peut être nécessaire pour des moments vraiment ponctuels, mais dans l'ensemble, il faut augmenter le nombre de logements abordables. Nous, on est là sur l'ensemble. Donc, on veut vraiment mettre en place des mécanismes qui vont à la fois capter, permettre de construire, permettre de rénover le plus grand nombre de logements possible. Et la question des publics particuliers, mais ça n'engage que moi, je pense que c'est un peu un arbre qui cache la forêt. C'est important de travailler sur des publics particuliers en termes d'accompagnement et je pense que de ce côté-là, vous êtes nombreux à être là aujourd'hui, dont c'est le métier. Par contre, de faire des quotas, je ne sais pas si c'est toujours la meilleure idée. Il faut vraiment, globalement, augmenter l'offre de logements accessibles. Et ça, c'est vraiment l'objectif global de ce plan. C'est celui qui fait que j'ai adhéré à le porter. C'est transversal. Il faut sortir des guéguerres de mon public, ton public, son public, mon précaré, ton précaré. Je crois qu'on a tous intérêt, et ça c'est ce que j'ai toujours dit dans ma carrière, à mettre tous ces égos de côté. Je sais que ce n'est pas le cas de Laurent, ce n'est pas du tout ça, mais chacun mettons nos égos, que ce soit au niveau local, au niveau politique, au niveau administratif de côté, et regardons ce qui est possible de faire ensemble. Et c'est en faisant avancer l'ensemble qu'on pourra reloger plus de personnes qui n'ont pas de logement, reloger plus de familles monoparentales qui sont très mal logées, de personnes victimes de violences intrafamiliales. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse de manière transversale. Et ça, c'est mon point de vue en tout cas. Voilà. Les réponses sont multiples. Oui. Oui. Et le plan a l'avantage d'aborder l'ensemble des réponses. Et parfois, les idées de base qui étaient généreuses, comme lancer un appel auprès des AIS pour obtenir plus de place pour le public sans abri, c'était généreux, mais si ça ne rencontre pas de succès, il faut se demander pourquoi et peut-être réorienter les choses. Je crois qu'il y a Muriel, l'autre Muriel qui veut réagir et Marc aussi qui veut réagir. Muriel, je te laisse la parole et puis ensuite Marc, c'est à toi.
Je rejoins bien évidemment ce constat qu'il faut d'abord créer beaucoup plus de logements pour tout le monde. Mais ce qu'on constate depuis un certain temps, c'est que les personnes sans abri sont de facto exclues des listes d'attente des logements sociaux parce que sans adresse et sans accès à ces documents administratifs, on ne peut pas renouveler sa candidature tous les ans. Donc ici, on ne parle même pas de voie privilégiée pour les personnes sans abri, mais juste de rectifier une exclusion dont elles sont victimes encore plus que les autres. Mais je sais que ce sont des décisions politiques et pas des décisions qui vous appartiennent. Mais je pense que c'est important de pouvoir faire remonter ces constats, cette inégalité flagrante. Est-ce que le fonctionnement via l'adresse de référence au CPS n'est plus aussi efficace ou qu'est-ce qui fait que des personnes n'aient plus une adresse de référence? Il y a une série de personnes sans abri qui ne sont pas sous adresse de référence en CPS. Donc, de nouveau, au plus les personnes ont des problèmes, au plus elles ont besoin d'un logement, justement pour se reconstruire, au moins elles y ont accès. D'où la nécessité des partenariats dans le Housing First. D'où la nécessité Oui. de penser aussi les besoins de ces personnes-là, Oui. quelles que soient les équipes d'accompagnement. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Et la même chose, par exemple, les femmes victimes de violences intrafamiliales qui ont accès par dérogation au logement social, elles n'ont cet accès uniquement que si elles sont déjà dans une maison d'accueil. Et donc, les femmes victimes de violences conjugales qui sont en rue n'ont pas accès à cette dérogation et donc, de nouveau, sont encore plus exclues dans leur accès au logement social. Donc, on voit bien que dans les dispositifs, il faut vraiment prendre en compte ces personnes-là aussi, sinon elles passent à côté de tout ce qui est mis en place. Merci Muriel. Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, enfin, je vais juste abonder dans le même sens. Je crois qu'un, il faut plus de logements. Et de deux, je crois qu'il faut une diversité. C'est-à-dire que si on commence à avoir une AIS qui a tout un immeuble avec des personnes sans abri, c'est juste pas une bonne idée. Enfin, pas une bonne idée. Je dirais que mon expérience serait que ça serait un peu explosif et que les AIS, ce qu'ils essayent d'avoir, c'est une diversité dans la ville et une diversité dans les immeubles. Enfin, ce qu'ils essayent. Enfin, il me semble que c'est un des objectifs. Et l'autre chose, c'est que notre constat, c'est aussi qu'il faut un accompagnement, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas les personnes, mais nous avons des partenaires et c'est eux qui sont dans la rue et qui choisissent, entre guillemets, les personnes en fonction de leur, je dirais, des chances que ce soit le pied dans la bonne chaussure, en prenant la chaussure, le logement et le pied la personne. Et donc voilà, donc il y a eu je crois, en pensant qu'il suffisait d'avoir juste 4 murs pour mettre des personnes dedans, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe avec ce public-là. Voilà, celui-là ou d'autres, peu importe. Il y a le sans-abri, mais il y a plein d'autres choses. Donc voilà, donc je crois qu'il faut de l'accompagnement qui commence par aussi une connaissance des personnes qui sont là, une confiance entre les personnes et l'accompagnement extérieur. Et les AIS, elles fournissent juste 4 murs, enfin voilà, et tout le service qu'il y a derrière, mais de croire qu'il suffit d'avoir des boîtes et de mettre des personnes dans les boîtes, ça ne marche pas. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est, surtout au début, énormément d'énergie pour que l'avion décolle et au départ du décollage, il faut beaucoup de réacteurs et puis après, on peut essayer de planer. Mais sans ça, c'est juste… voilà, c'est le constat et c'est pour ça que non, les AIS n'ont pas été contre le projet, on est évidemment pour, mais 400 logements comme ça en claquant des doigts, voilà, alors que je rappelle qu'en début d'année précédente, on avait mis un frein à main, un frein au pied pour que les AIS freinent le nombre de logements aussi. Alors voilà, on peut corriger le tir et prendre d'autres politiques. C'est très bien de vouloir mettre une politique en la matière, mais c'est compliqué pour les AIS qui ont refusé des propriétaires. Je rappelle quand même, comme vous avez dit, freinez, les gars, vous allez trop vite. Donc il y a quand même un contexte qui est un peu compliqué vis-à-vis de propriétaires qui peuvent venir. Mais voilà, on est parti avec Muriel, avec d'autres, pour essayer de construire des choses. En fait, je vais peut-être rebondir là-dessus, Marc, pour faire le point sur la question du moratoire du nombre de logements en AIS qui avait été annoncé en 2020, je pense. C'était vraiment ponctuel. Je crois que le cabinet qui se mettait en place avait besoin d'un peu faire le point et de calculer aussi ce que ça allait représenter en bon père de famille, un accroissement aussi important des AIS sur les années qui venaient. Mais à ma connaissance, ça n'a duré qu'un an. Même pas. Donc là, il n'y a pas de moratoire du tout. On le sait bien. Vous, allez-y. Allez-y. Non, on est d'accord, mais si tu veux freiner pendant un an,
voilà, vis-à-vis des propriétaires qui viennent nous voir, il faut refaire la confiance. Donc, si tu veux, ça n'a duré on est bien d'accord, hein, on a compris qu'on pouvait y aller, enfin, on pouvait y aller. On a des agrégations qui vont jusqu'à un certain nombre de places et je crois que tout le monde a assez d'oxygène pour l'instant. Mais ceci dit, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais c'est pas grave, on avance. Hein. Regardons le futur et regardons pas le passé, c'est pas un problème. Mais voilà. Si je puis dire aussi un mot sur le moratoire, ça nous a effectivement, nous, en tant qu'Inclusio Fort, freiné. On avait fin 2020 3 projets dans le pipeline. Un, c'était un immeuble de bureau qu'on avait déjà acheté, qu'on voulait reconvertir en logement. Et le moratoire, on n'a pas pu faire notre projet et on a retrouvé des nouveaux locataires et c'est toujours un immeuble de bureau. C'est complètement absurde parce que des immeubles de bureau à Bruxelles, il y en a quand même assez. Et on a 2 autres projets où c'était des terrains ou des vieux immeubles à démolir, à reconvertir. Et on a mis ces projets au frigo pendant plus d'1 an. On est en train tout doucement de redémarrer. Mais en gros, ce moratoire, s'il n'avait pas eu lieu, on aurait aujourd'hui à peu près 150 logements en plus pour des AIS. C'était quand même prudent et une bonne gestion que d'évaluer ce que ça allait représenter pour les finances régionales avant de continuer à évoluer à un rythme aussi soutenu au niveau de la croissance des AIS. Je pense que en soi, c'est plutôt une bonne pratique. Maintenant, vous étiez, Inclusio, passé à la 3e vitesse, on va dire, par rapport à l'accroissement du parc. Et sans doute que pour vous, ça a été vraiment particulièrement un frein important. Mais j'espère que ça ne va pas vous empêcher de continuer. Non, ça ne va pas nous empêcher de continuer, mais on aime bien, nous, en tant qu'investisseurs, avoir un peu de stabilité dans les décisions politiques. Quand on lit dans la déclaration générale du gouvernement que les AIS vont être favorisés, nous, on lit, on écoute et on prend action. Et puis, si 2 ans après, on met le coup de frein, et puis j'entends ici depuis une demi-heure que tout le monde dit qu'il faut créer plus de logements, créer plus de logements, créer plus de logements. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais là, on peut dire que le gel des AIS fin 2020 nous a quand même donné un très, très gros coup de frein. Et donc, on a plus regardé aussi vers la Wallonie et la Flandre pour continuer nos investissements et on a délaissé complètement Bruxelles. Il faut revenir. Peut-être pour terminer sur cette question des AIS, je crois qu'il y a Paola de l'Asis qui a aussi levé sa main. Oui, merci. En fait, je voulais abonder dans le discours, dans ce que Marc a dit juste avant moi, concernant le besoin de suivi et d'accompagnement. Parce que je suis tout à fait d'accord avec lui, ça ne suffit pas de mettre 4 murs autour et de trouver un endroit d'un logement qu'on peut attribuer à quelqu'un pour que ce soit un succès. Et au contraire, au niveau des AIS, moi, je me sens fort responsable du fait que le fait de confier un logement à un locataire est aussi une responsabilité qu'on a vis-à-vis des propriétaires. Et donc, il faut assurer cet accompagnement pour que ça se passe bien au niveau de voisinage, pour que le logement soit bien entretenu, etc. Et donc, cet accompagnement est vraiment fondamental pour que les logements restent dans le parc. Parce que nous, on est confrontés à des problèmes importants qui font que des logements nous échappent à cause de problèmes divers qui s'y retrouvent. Voilà. Merci, Paula. Je propose qu'on continue dans les questions qui ont été posées dans le chat. Il y avait Andrea donc, de Diogène qui demandait en début de présentation, par solution de logement, est-ce que cela implique des logements véritablement durables ou plutôt des solutions temporaires? Oui, c'est vrai on parle souvent de solutions de logement, c'est plus... Enfin, il y a des solutions concrètes en termes de construction de logements ou d'acquisition de logements. Ça, c'est clairement des solutions de logement supplémentaires. Par contre, il faut quand même plutôt que de dire solution de logement, on devrait plutôt parler de 15 000 aides au logement. Ce serait peut-être plus proche de la réalité parce que beaucoup de ces solutions aides passent par le fait de rester dans le logement dans lequel on est, et notamment via la location loyer, où
le but n'est pas d'aider au logement, le but est d'aider au poids du logement dans le budget du ménage et à pouvoir se donner un peu d'air pour pouvoir faire autre chose. Voilà. Tout comme la socialisation, les gens restent dans leur logement, mais bénéficient d'une aide pour avoir un loyer qui est comparable au loyer social, en fait. Donc, quand on parle de pérennisation des solutions, oui, la location de loyer, c'est quelque chose de pérenne, la socialisation aussi. Par contre, j'imagine que la question portait aussi sur des formules de logement plus temporaires, occupation temporaire ou logement léger, ou enfin voilà, de l'innovant, on n'est pas spécialement, nous, branchés là-dessus. Voilà. Merci. Mais par cette question, si je peux juste me permettre de rebondir, c'est que solution de logement, en fait, moi, je n'avais pas tout à fait... Maintenant, c'est plus clair en vous entendant, hein, mais, et corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ce plan, s'il a un objectif avec lequel je peux ressortir ici, c'est plutôt d'éviter, enfin, de maintenir les gens en logement, donc d'offrir des aides et des allocations et des solutions pour que les gens qui ont des difficultés à garder leur logement, qu'ils soient dans le parc locatif privé ou dans les logements sociaux, puissent effectivement rester en logement et ne pas le perdre et à retomber dans un cycle que beaucoup d'acteurs ici autour de la table connaissent, dans lequel une fois qu'on est à la rue, c'est très difficile de retrouver du logement et du logement pérenne. Donc, est-ce que c'est plus des solutions d'aide pour éviter que dans le contexte politique, géopolitique, économique actuel, des familles, des ménages, des particuliers se retrouvent en fait en situation de sans-abrisme, plutôt que, enfin, je ne sais pas si ma question est... Oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. En fait, ce que ce plan d'urgence logement, et je pense que le mot plan d'urgence logement a induit pas mal de malentendus avec le secteur du sans-abrisme. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai pris contact avec Bruce Help, les collègues qui travaillent sur certaines actions du plan d'urgence logement étaient un peu effarés. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Nous, on existe déjà. Je dis, ben oui, évidemment, moi, je ne suis pas du tout axée sur l'action du sans-abrisme et de l'accès au logement pour les personnes qui sont sans chez soi ou sans abri. On est sur quelque chose de beaucoup plus transversal. Donc, la question de l'urgence logement en termes de « je n'ai rien, j'ai besoin de quelque chose », ce n'est pas le fil conducteur de ce plan qui est beaucoup plus généraliste, qui est l'avancée globale de la région en matière d'accès au logement abordable. Mais par contre, pour toutes les questions qui sont plus sur les questions d'urgence, on se rend compte que les opérateurs en place, que ce soit Bruxelles, les différentes associations qui sont aussi autour de la table dans l'accompagnement, à mon avis, et c'est plutôt comment dire, une perception personnelle, sont restés sur leur faim par rapport à ce plan d'urgence logement et on attendait probablement d'autres actions. Mais je pense que ça vient fondamentalement, je n'essaie pas d'expliquer ou d'excuser, non, ça vient fondamentalement d'un malentendu sur ce qu'on entend par un plan d'urgence logement. Ici, on n'est pas à répondre à la personne qui est dehors. Ici, on est à essayer, pendant une législature, de modifier les pratiques de nombreux acteurs pour concourir à plus de solutions de stabilité pour les gens qui sont en attente d'un logement abordable. En fait, c'est ça, globalement. On travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Oui, je crois que c'est aussi une prise de conscience quand même de la part du politique que ce qui a été fait avant, la mise en œuvre de ce plan régional du logement, du programme Alliance Habitat, c'était quand même les deux plans cumulés. On est à 11 600 ou 720 logements qui étaient à construire, que de toute façon, dans un monde idéal où tous ces logements auraient été construits dans le temps qu'on visait à les construire à l'époque, de toute façon, par rapport à 50 000 ménages sur la liste d'attente, on est de la SLRB, on est très loin de pouvoir offrir quelque chose de concret à tous ces gens qui sont en demande. Et donc ici, on a vraiment une multiplicité d'actions et de mise en évidence que la construction de nouveaux logements, c'est certes une possibilité d'améliorer les choses, mais qu'il y a beaucoup d'autres moyens
d'aider les gens dans leur quotidien de locataire. En fait. De locataire, ouais. Donc, le but de l'ensemble des actions, quand on regarde ça de manière transversale, c'est de stabiliser le locataire qui aurait besoin d'un logement social dans une forme de logement qui devient plus abordable par l'ensemble des aides qui lui sont proposées. Mais on cherche vraiment la stabilité. Et le plus gros outil, là, c'est l'allocation loyer, qui va toucher quand même plus de 10 000 personnes, quantitativement, oui. Plus de 10 000 personnes. Et évidemment, que le fait d'avoir une aide loyer, ça permet d'éviter des pertes de logement, parce qu'on a plus de disponibles pour payer son loyer, et ça peut stabiliser les gens dans des logements privés. Et ce qui a aussi comme effet, mais ça c'est tout à fait peut-être un peu, c'est une prospective, quand les gens restent longtemps dans le même logement, avec le même bail, ça stabilise aussi la hauteur des loyers, parce que c'est souvent à chaque changement de locataire que les loyers augmentent. Donc, globalement, on travaille, nous, sur des pistes pour un conventionnement qui a aussi pour objectif de stabiliser les loyers en région bruxelloise, mais le fait de stabiliser les gens dans le marché privé, là où ils sont, dans des logements qui leur deviennent plus accessibles, ils peuvent rester, c'est aussi une forme de stabilisation des loyers. Donc, voilà, tout ça se rejoint pour stabiliser et éviter des pertes de logements. Mais il n'y a pas, en soi, une action concrète, directe sur la prévention des expulsions et la prévention de la perte de logement. Mais c'est un ensemble qui vise à soutenir l'accès des locataires qui ont les revenus d'admission pour entrer dans le logement social à obtenir et à pouvoir garder un logement sur le marché privé aussi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair, effectivement, oui. Et de fait, je crois que le nom, peut-être plan d'urgence logement, ça peut-être induit, enfin, je veux dire, créer de l'incompréhension pour les acteurs de terrain dans le secteur, en tout cas du sans-abrisme, oui, et certainement dans d'autres aussi. Mais maintenant, j'y vois plus clair. Merci. Merci à vous. Muriel, pour rebondir sur l'allocation loyer que tu évoquais à l'instant, Esther demandait quelles mesures pour vérifier que cela ne bénéficie pas aux propriétaires. L'allocation, elle est versée au locataire. Le propriétaire n'intervient pas dans ce mécanisme-là. Non. Non, mais le souci, c'est que le propriétaire, sachant que ce genre de mesure existe, peut très bien augmenter son loyer en fonction de ce qu'il sait, de ce que le bénéficiaire recevra. Il n'est pas censé savoir que son locataire l'a demandé, et tant que le locataire reste en place dans le même bail, il ne peut pas augmenter le loyer, à part les indexations. Okay. Donc, a priori, ça ne devrait pas avoir d'impact. Ok. Je sais que c'est une crainte du RBDH aussi. Hein. Oui. C'est vrai qu'on peut se dire que si l'ensemble des bailleurs se dit, tiens, mais l'ensemble des locataires un peu précaires a plus d'argent, sur un certain segment de logements encore abordables et probablement peu qualitatifs, ça pourrait peut-être pour certains induire, tiens, je peux demander 50 € de plus puisque je sais qu'ils vont toucher une allocation. Mais moi, ça me semble relativement marginal. Je ne sais pas. À vérifier. Mais a priori, c'est uniquement entre Bruxelles Logement et le locataire qui fait la demande. Donc, voilà. On parle de l'allocation loyer. Oui. Oui. Alors, question suivante. Yves, tu évoquais à la fin de la présentation un beau budget pour la rénovation du parc aussi de logement social. Et Laurent se disait, mais quid des CISP qui par le passé ont laissé justement leur patrimoine se détériorer, s'insalubriser. Donc, sa question est de savoir si est-ce que ces CISP-là seront pénalisés pour cette mauvaise gestion. Seront-elles obligées de trouver elles-mêmes des fonds spécifiques ou vont-elles bénéficier justement des fonds que tu évoquais? Mais franchement, en ce qui concerne l'historique de non-gestion du parc locatif des CISP, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que souvent, celles qui ont été très mal gérées au niveau de leur parc immobilier et qui ont maintenant des bâtiments qui sont vraiment en très mauvais état, les personnes qui étaient responsables de cette mauvaise gestion ne sont plus là.
Donc, je ne vois pas comment on pourrait pénaliser les nouvelles équipes qui ont pris tout ça à bras-le-corps et qui s'impliquent beaucoup, beaucoup. Et là, je peux en témoigner, je viens de passer 2 ans au logement molenbeekois, où avec l'équipe de direction, on a dû reprendre des dossiers qui étaient restés en stand-by, sans avancer du tout pendant 10 ans. Je ne vois pas pourquoi la région nous pénaliserait maintenant de ce qui n'a pas été fait auparavant. Donc non, des pénalités, non. Des contraintes. La SLRB est très attentive et suit vraiment, mais vraiment au pourcent près, l'engagement des budgets de rénovation dans chaque société. Donc, on a une obligation de faire preuve qu'on emploie réellement à un rythme soutenu l'argent qui est donné par la région via la SLRB pour les rénovations. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effet d'accélération des rénovations qui est en cours, avec une difficulté je dirais, trouver le personnel nécessaire. Donc, c'est un appel. Si vous avez des gestionnaires de projets, que ce soit ingénieurs, techniques spéciales ou architectes, qui sont intéressés par le logement social, je sais que beaucoup de CISP recrutent et cherchent, donc on a besoin de gens pour avancer. Et la SLRB est vraiment au taquet pour suivre ça. Enfin, toi, tu veux peut-être compléter aussi par les informations que tu reçois à ce niveau-là pour le suivi au niveau de la SLRB. Je n'ai pas écouté ta réponse. Donc, en fait, c'était sur le Je réfléchissais sur les questions suivantes. C'est le fait que vraiment la SLRB suit de près les sociétés par rapport aux projets de rénovation, de construction, les engagements, des budgets qui sont attribués. Donc, il y a un monitoring qui est vraiment très précis et que tu reçois généralement. Hein. Oui, voilà. oui. Mais sur les constructions. Pas sur les constructions. Mais je croyais qu'on était toujours sur la rénovation. Aussi, oui, tout à fait. Oui. Mais ça va de pair. Donc maintenant, il y a un monitoring vraiment très précis de l'évolution des chantiers et l'argent qui a été dédié par la région à tout ça est bien utilisé le plus rapidement possible. Mais on ne va pas pouvoir pénaliser les gens responsables du passif parce qu'ils ne sont plus là. Donc voilà. Muriel, c'est Catherine de la SLRB. Donc en fait, si je peux rebondir, donc à la SLRB, pour tout ce qui est rénovation, on s'appuie sur le cadastre. Donc, il y a un cadastre des bâtiments et tous les projets de rénovation sont appuyés par rapport au cadastre. C'est en fonction de l'état des bâtiments et des besoins des bâtiments qu'on va financer les projets. Et effectivement, les CISP qui ont pris plus de retard dans la rénovation de leurs bâtiments ne seront pas pénalisés. Au contraire, en fait, l'idée, c'est de vraiment pouvoir financer en fonction de non plus les gros projets de rénovation non plus en fonction du nombre de logements par CISP, mais avec une pondération en fonction de l'état du patrimoine. Donc, les CISP qui ont été plus financés avant, qui ont fait des gros projets ou qui ont eu des financements alternatifs via Belliris ou autres et qui ont donc des nouveaux logements, plus de nouveaux logements, vont être financés proportionnellement en rénovation, peut-être un petit peu moins que les CISP qui ont un patrimoine plus ancien et qui nécessitent justement une remise à niveau. Donc l'objectif, c'est que toutes les CISP aient des logements qui soient rénovés et en bon état et de rattraper ce retard, mais pas de mettre encore plus la tête sous l'eau de ceux qui ont peut-être pris du retard par le passé. Voilà. Merci Catherine. Merci Catherine. Alors, il y a question suivante, c'est Maud de la commune de Forêt, je pense, qui pose une question par rapport à la socialisation du loyer des logements modérés communaux. Elle nous dit que la catégorisation de ces logements n'est pas toujours très claire, que les logements, si je comprends bien, donc elle nous explique que… Je peux peut-être le reformuler. Voilà. En fait, entre-temps, j'ai eu une conversation particulière avec Anaïs Camus d'Ixelles et qui m'a donc un peu briefé sur la question. Et ce que j'en retiens, c'est que finalement, quand on parle de socialisation des loyers, c'est vraiment le principe fondamental, c'est que c'est le locataire qui est au centre de cette démarche et que donc un locataire lambda qui occupe un logement à finalité sociale, qu'il soit communal ou enfin en tout cas moi ce qui me concerne c'est communal, bénéficierait de cette allocation loyer à 2 conditions. La première, c'est qu'il est dans les conditions d'accès du logement social et la deuxième, qu'il figure sur la liste d'attente régionale
quelle que soit la catégorie de logement qu'il occupe. Parce que nous, à la commune de Forêt, on a des logements modérés, mais on a aussi des logements moyens. Donc, est-ce que, en le formulant de la sorte, est-ce que j'ai bien compris finalement la démarche? Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, la démarche consiste à compenser pour le locataire la différence entre le loyer qu'il paye à la commune ou au CPAS et le loyer qu'il paierait pour un logement dans le logement social. Donc, c'est une forme de compensation de la différence qui est assurée par Bruxelles Logement au niveau de la région et ça touche l'ensemble des logements du parc communal, pour autant que ces logements concernent les personnes qui sont dans les conditions d'obtention. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est ce que, du coup, j'avais compris grâce aussi à l'aide d'Anaïs Donc, Camus. merci à Anaïs encore. Camus qui a bien résumé la... Mais elle a une longueur d'avance sur nous puisque XL a signé le contrat logement déjà depuis quelques mois et donc nous, on est encore en train d'examiner le contrat sous toutes ses coutures. Mais alors, du coup, j'avais encore des petites questions complémentaires. La première, c'est, je l'ai écrit dans le chat un peu plus loin, c'est est-ce que la région dispose de finances en suffisance, d'argent en suffisance pour financer justement toutes les demandes de socialisation de ces personnes qui sont dans les conditions que nous venons de citer? Oui, on a évalué au plus large. Donc, en fait, quand le plan d'urgence a été écrit, les budgets ont été réservés. Donc, les budgets existent. Mon collègue me confirme, les budgets existent. Et ils existent pour le maximum de logements socialisables. D'accord. La réalité sera probablement un peu en dessous, puisque il faut bien dire aussi, et ça c'est très important, c'est que les locataires peuvent toujours refuser la socialisation. Oui. Si pour une raison ou pour une autre, parce que par exemple, ils savent qu'ils sont à moins d'un an d'obtenir un logement qui leur correspondrait mieux dans le logement Oui, ils social. veulent conserver leur place dans la liste d'attente. Tout à fait. Donc, on aura moins de logements socialisés que le maximum possible. Donc, les budgets sont prévus, ils sont là, oui. D'accord. Tout à fait. D'accord, merci. Et alors, une question très concrète, c'est par rapport à la charge de travail de l'agent de l'administration communale. Hein. Donc, si j'ai bien entendu tout à l'heure, vous disiez, la SLRB fait le calcul, et puis c'est Bruxelles Logement qui contrôle ce calcul et puis qui paye. Donc, j'en conclus que la tâche unique de l'administration communale, c'est de transmettre à la SLRB les données qui vont permettre à la SLRB d'établir le calcul. Et donc, si je comprends bien, la tâche qui revient à l'administration se limite à cette action-là. Mais ça, je vais être très, très abrupte. Je vais vous dire, dès que vous aurez signé le contrat commune, nous viendrons volontiers vous expliquer tout ça sur les bases d'expérience qu'on a déjà, parce que c'est quand même assez long à expliquer. Donc, on prend le temps quand vous voulez. Mais nous, on ne demande pas mieux que de venir dès que le contrat commune est signé. Et on fait ça, ma collègue Chloé... on a un schéma, on vous montre et effectivement, il y a une charge de travail de la commune qui est tout le contact et tout le rapport au locataire. Mais ça, on vous expliquera en long et en large sur base d'expérience. Alors, comme Gaël Commer le signale dans ma réponse, effectivement, ce que prévoit la socialisation, c'est de s'attaquer au logement modéré des communes. Maintenant, il faut savoir qu'on se rend compte que toutes les communes ne classent pas les logements de la même manière. Donc, au travers de notre travail de socialisation, nous faisons aussi un travail de clarification des différentes catégories de logements selon leur origine et le mode de calcul du loyer. Mais alors, quand même, je suis désolée, mais du coup, ce n'est pas clair pour moi. Ça veut dire que... Madame, je vous propose qu'on prenne rendez-vous parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Donc, on va peut-être se voir à part, il n'y a pas de souci. Et comme ça, on peut répondre à toutes les questions plus techniques sur la socialisation. Ça va? Oui. Globalement, c'est fixé par les revenus du locataire. En fait. Oui, voilà. C'est ça qui donc, ils habitent dans un logement moyen ou modéré, ils peuvent être bénéficiaires de cette allocation. C'est simplement ça. S'ils ont des revenus modérés et qu'ils habitent dans un logement dit moyen, oui. Ça va. À ce moment-là, c'est un logement modéré et pas un logement moyen. D'accord. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Définition pas claire. Voilà. Mais on prendra vraiment le temps de le faire. Si vous voulez, on peut prendre rendez-vous après la réunion pour venir vous rencontrer à Forêt. Et peut-être que ça permettra aussi de clarifier d'autres points du contrat commun.
Toujours Ça fait par rapport partie à cette socialisation du parc communal, c'était Xavier qui demandait s'il y a un accord donc, avec une commune ou avec un CPS pour la socialisation de son parc, garde-t-elle la main sur le choix des locataires et peut-elle continuer à privilégier des locataires avec des revenus moyens? En fait, non, puisque la socialisation ne concerne que les gens qui ont des revenus comparables aux revenus d'admission du logement social, puisqu'ils doivent, pour l'instant en tout cas, dans la première partie, il y a 2 phases. Il y a une phase en cours qui a commencé au 1er juillet 2021 avec les 2 projets pilotes, c'était Saint-Gilles et Ixelles. Et là, ce sont les personnes qui étaient inscrites au logement social et dans les conditions d'admission forcément au 1er juillet 2021. Donc pour l'instant, jusqu'en 2024, les personnes qui habitent des logements communaux de CPS doivent aussi être sur les listes du logement social pour bénéficier de la mesure. À partir de 2024, ce sera l'ensemble des locataires qui sont dans les conditions d'admission du logement social. Donc, il y aura toujours cette condition de revenu qui va rentrer en jeu pour voir s'ils ont droit ou pas à la socialisation. Donc, si je peux me permettre, ça veut dire qu'une commune ou une régie foncière, par exemple, je pense à la régie foncière de la ville de Bruxelles, qui a beaucoup de logements. Elle a des locataires, pas mal de locataires qui ont des revenus moyens. Elle va, si elle veut signer une convention de socialisation, elle doit abandonner cette politique et se concentrer exclusivement sur des locataires qui ont des revenus sociaux. Non, elle peut avoir des attributions différenciées selon son parc, ce qui est le cas déjà, hein, puisque la régie foncière de Bruxelles fait des différentes catégories de logements avec différentes catégories de loyers. Donc, elle peut tout à fait décider de ne socialiser que les publics qui sont dans les revenus d'admission. Tout à fait. Elle n'est pas obligée de faire l'ensemble. Voilà. Ce qui permet aussi pour certaines régies d'apporter de la mixité, hein, parfois dans certains quartiers. Non, non, l'objectif, selon moi, mais je n'ai pas vérifié ça auprès des gens qui ont écrit le pull, c'est pas d'enlever la mixité qu'apportent certaines régies, c'est vraiment de permettre à ceux qui sont déjà et qui sont dans les conditions d'avoir un loyer social. C'est ça. Voilà. Merci. Alors, la question suivante, c'est Esther qui demandait quelles mesures sont considérées pour favoriser le démembrement et quelles sont celles qui sont en voie d'aboutir. Oui, donc l'idée de cette action-là, c'est de tirer parti de l'expérience du CLTB, qui, même si aujourd'hui ça ne représente pas encore des centaines de logements, mais qui ont quand même, le CLTB a quand même déjà largement démontré depuis la petite dizaine d'années qu'il existe que effectivement cette idée de démembrement des droits, d'acheter sous amphithéose, ça peut être un produit attractif et que effectivement ça limite très clairement la plus-value en cas de revente. Et donc l'idée est ici il y a une double idée dans l'action, c'est d'abord de dire que les opérateurs régionaux de logement soient maintenant, via leur contrat de gestion, et donc ça ne vise pas la SLRB puisqu'elle ne vend pas, mais ça vise le Fonds du logement et CityDef, que dans le contrat de gestion, il soit intégré l'obligation de produire une série de logements via un mécanisme de démembrement. Le Fonds du logement a déjà eu ce genre d'expérience précédemment, hein. Ils ont déjà fait un projet, mais c'était sur une base d'une initiative personnelle. Donc, ça va se retrouver dans son contrat de gestion. Et chez CityDef, ça se retrouve maintenant dans son contrat de gestion à hauteur de 20%, je pense. Alors, voilà, c'est un premier pas. Eux n'ont pas encore de projet concrétisé via ça. Et puis, par ailleurs, l'idée de l'action du pull, c'est aussi de pouvoir faire travailler le CLT ou de pouvoir étendre les missions du CLT, mais toujours avec cette idée de base de dissociation des droits. Garder le sol dans une région avec un territoire fini et où les possibilités d'urbanisation se réduisent de plus en plus, ça me paraît fondamental.
Du coup, j'en profite. Je pense que Thomas a déjà abordé la chose dans le chat, mais pour rappeler le travail qu'on fait chez Sohonet pour le moment. Donc, on est occupé à finaliser le premier volet de notre étude Housing Deal, dont on a déjà parlé ici plusieurs fois. Hein, vous le savez, c'est un projet qui s'inspire du projet Calico et qui permettrait au privé, en collaboration donc avec les acteurs associatifs et les acteurs coopératifs, de développer sur un sol qui est public, ou bien un sol subsidié par les pouvoirs publics, des logements destinés du coup à être gérés durablement en AIS. Et donc l'objectif de l'étude qu'on est en train de finaliser, c'était d'obtenir déjà la confirmation de la faisabilité économique d'un tel projet, et puis d'en estimer aussi l'impact positif ou non sur les finances publiques. Et donc voilà les premiers résultats en tout cas obtenus et nous confirment que notre intuition est plutôt bonne. Et donc, une fois cette étude finalisée, on envisage par la suite de mettre en place vraiment un véritable atelier d'études qui vise à étudier la faisabilité d'un ou deux projets très concrets. Et donc, avec autour de la table les acteurs privés, mais aussi les acteurs associatifs, coopératifs et les acteurs publics concernés. Et par acteurs publics, on entend notamment la commune, et les communes et les régions. Donc la commune d'Ixelles, par exemple, s'est déjà engagée à participer à des discussions autour d'un projet à développer sur son site Varda. Voilà, et donc l'idée est également de mettre la région avec nous autour de la table. L'action 31 du PUL, là, donc, qui porte sur le démembrement, elle ouvre très très clairement la porte à cette initiative-là. Voilà. Je trouvais que ce n'était pas à moi de le dire. On en a déjà discuté, c'est clair, au sein de l'équipe ici, de la Coordination Team, et c'est quelque chose qu'on veut mettre à l'ordre du jour avec le cabinet. Projet pilote, ça me semble une bonne idée, franchement. Voilà, et s'il y a des communes qui sont partantes, c'est d'autant mieux. Hein. Effectivement, donc comme je vous le confirmais, la commune d'Ixelles est en tout cas partante, et s'il y en a d'autres qui le sont, ce serait super. Donc Esther, on te tiendra au courant en tout cas dès qu'on lance ces ateliers autour d'un projet pilote. Merci. Alors, bon, il y a encore beaucoup de questions. Le temps passe et du coup, j'ai perdu le fil en lisant vos questions précédentes. Les AIS dédiés aux sans-abri, on en a parlé. Xavier qui demandait ce qui différencie le conventionnement du parc privé à l'étude et du fonctionnement des AIS. On cherche. C'est une bonne question. Oui, j'ai l'impression qu'on cherche qu'on va réinventer l'eau chaude, alors qu'il y a un outil qui… Non, on veut rien réinventer du tout, justement. Voilà, oui. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est de créer un mécanisme concurrentiel de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Non. Non, vraiment. Mais par contre, ce qu'on observe souvent, c'est que ce modèle est un modèle de référence, les AIS. Tout le monde y revient d'une manière ou d'une autre, comme base de réflexion. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même à soulever, c'est que le modèle AIS, qui est né d'une initiative associative de quelques associations dans les années début 90, a vraiment gagné toute la place dans l'environnement du logement en région bruxelloise. Il est à préserver. Il faut le renforcer. C'est le travail qui est en cours avec Bruxelles Logement et la Fédération des AIS et des différentes AIS. C'est vraiment un modèle à pérenniser, à renforcer. Voilà. Ma crainte, c'est simplement qu'on invente un outil qui soit un petit peu différent, mais qu'on éparpille ses forces dans deux voies différentes, alors qu'on a tout intérêt à renforcer. Tout à fait. On y réfléchit vraiment, et c'est dans ce sens-là que vont les réflexions, c'est de ne pas aller réinventer ce qui fonctionne déjà bien, et de voir peut-être ce qu'il est possible au départ de ça. Voilà, merci. Alors, vous avez dit quelque chose dans la présentation qui a fait tiquer plusieurs personnes, immeubles achetés par la région pour les sans-abri. Quel est cet immeuble? Dans quel délai? Pour combien de personnes sans-abri? Donc, en fait, dans les actions du PUL, il y a l'achat de maisons d'accueil pour les sans-abri. Je n'ai pas les chiffres en tête par cœur, mais je peux les envoyer. Donc, il y a un tableau, les maisons ont été achetées. Donc, il y a, je crois, 3 maisons pour l'accueil des personnes victimes de violences intrafamiliales.
il y a un lieu d'accueil sans abri, il y a un lieu d'accueil LGBTQI. Voilà, mais je ne sais plus où, combien, mais ça, je peux fournir comme information. Mais en tout cas, la Régie foncière régionale a déjà réalisé les achats et les travaux sont prévus pour ceux qui en nécessitent vraiment. Voilà. Dans différentes communes. Dans différentes communes, oui, tout à fait. OK. Et par ailleurs, ce que je voulais dire aussi, peut-être pour le secteur de l'accompagnement, c'est que la Régie foncière régionale achète les biens, mais que tout le reste, donc comment ça va être géré, qui va assurer l'accompagnement, c'est au niveau du cabinet Marron que les appels à projets vont sans doute être lancés, s'ils n'ont déjà été lancés, pour prendre en gestion ces lieux qui sont créés par la Régie foncière régionale. Voilà. Muriel, l'autre Muriel qui voulait ajouter Oui, mais quelque très chose. rapidement, mais donc juste déplorer que ça ne soit pas du logement, donc ce sont des maisons d'accueil, c'est de l'habitat communautaire et pas du logement autonome. C'est dommage, ça vaudrait la peine aussi de proposer du logement pour les personnes sans abri, comme pour tous les autres 15 000 bénéficiaires de ce plan. Voilà, oui, je ne sais pas ce qui a prévalu au moment où ça a été écrit dans le choix de maisons d'accueil plutôt que de logement. Par contre, il faut bien noter que dans l'action de soutien aux communes pour acquérir des biens à rénover, qui elle a eu un franc succès, donc il n'y avait pas énormément de budget, mais ça a été très vite utilisé par les communes, notamment par XL. Il y a, je pense, une partie qui doit être réservée au public sans abri. Si Anaïs Camus peut me confirmer ou pas, est-ce qu'il n'y a pas une attention particulière au sans-abrisme dans ces projets? Pas dans ceux de l'appel à... Pardon. Ça résonne encore. Ouais. Je vais demander deux dans le bureau, donc quand on parle en même temps, ça... Pas dans cet appel à projet spécifique, mais il y avait eu un autre appel à projet de la COCOM pour créer du logement pour des sans-abri. C'était un autre appel à projet, c'était l'année dernière. Donc je ne sais pas de quel on parle, si on parle de celui lié au... celui de cette année, non, mais l'année dernière, on a vu un où, oui, effectivement, le but était de faire du logement, mais du logement, du vrai logement. Oui, c'est ça. À destination d'un public sans abri. L'idée, c'était de pouvoir reloger les personnes abritées dans des hôtels. Oui, et d'ailleurs, Andrea de Diogène posait la question, quelle est la différence entre le PUL et le plan relogement de la COCOM? À mon avis, c'est peut-être à ça qu'elle faisait référence. Le plan relogement de la COCOM, si quelqu'un le connaît, qu'il réponde, parce que je ne le connais pas. Ce ne sont pas les mêmes compétences. Hein. Donc, nous, on dépend vraiment du cabinet de la secrétaire d'État au logement. Et la COCOM, c'est, je pense, le cabinet de M. Marron. Donc, oui, ce sont les compétences. Malheureusement, hein, c'est encore une chose qu'on doit améliorer en région bruxelloise. C'est meilleure connaissance des compétences des uns et des autres. Et le plan relogement COCOM, je ne le connais pas. Il y avait une réponse dans les commentaires par Estelle. Oui, c'est l'action 27. Hein. Oui, en fait, la COCOM a renommé son action 27 plan d'urgence, machin. D'accord. De relogement. Pardon? Merci. Ah, ok, d'accord. C'est l'action 27. Ok. J'ignorais que ça avait été renommé autrement par la COCOM. Alors, on continue. Lionel demandait, l'allocation de loyer qui sera octroyée aux locataires est-elle soumise à la condition de conformité technique du logement, comme apparemment c'est le cas en Flandre? À ce stade-ci, il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Non. C'était une critique des mécanismes précédents. Oui. Enfin, du faible taux de réponse, oui. C'est qu'il faut des gens pour aller voir. Donc, auparavant, l'allocation loyer touchait grosso modo 1200 personnes, je crois. Non, 400 ménages. 400 ménages. Je ne sais pas combien ça fait personnes. Et là, on est à plus de 10 000 parce qu'on a simplifié les conditions d'octroi et notamment, il n'y a plus cette condition de contrôle technique, je pense, du logement. Voilà. Alors, je vois qu'il y a deux questions un petit peu similaires, c'est en termes d'objectifs déjà atteints. Pablo Vidal de Bruforum demandait combien de logements vous avez ont déjà été acquis depuis le lancement du PUL. Et Lionel d'Inclusio demandait l'objectif, on parlait d'aider 15 000 ménages, nous sommes en mars 2022, à mi-parcours, où est-ce qu'on en est dans l'atteinte de ces objectifs? Donc voilà, est-ce que vous avez déjà des résultats concrets à partager? Pour les ménages
acquis, c'est essentiellement via l'acquisition clé sur porte et SLRB. Oui. On parle de cela? Donc, oui. Donc, moi, je n'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui parce que je n'ai pas encore reçu les chiffres. Donc, je vais répondre, je vais faire une double réponse, en fait. Enfin, non, une réponse à la double question. Donc, le premier reporting qui va être fait auprès du gouvernement de différentes actions du PUL, il sera arrêté au 1er janvier 2022. Ici. Et donc, on va essayer d'avoir un maximum de chiffres à cette date-là. Dans le cadre des mécanismes d'acquisition, je n'ai pas encore reçu les chiffres de la SLRB sur les acquisitions à cette date-là, donc je ne sais pas répondre à cette question. Mais si ça vous intéresse, dans l'excellente publication en ligne du monitoring des projets de logement public que vous allez trouver sur le site de Perspective, donc le numéro 2021, qui présente la situation au 1er janvier 2021, celui-là, faisait état du nombre de logements acquis et via ce mécanisme de clé sur porte. Mais je n'ai plus de chiffres en tête, je suis assez désolé. Et donc, en termes d'aide apportée aux personnes qui sont locataires dans le privé, donc là, on vise 12 500 dossiers potentiels. Et là, il y en a plus de 10 000 au mois de février qui étaient déjà rentrés et traités. Les paiements se mettront en route courant avril quand le programme informatique sera mis en œuvre. Donc, je pense que l'objectif sur l'allocation de loyer va être atteint. Sans souci, parce que la mesure a eu vraiment beaucoup de succès et que tout est mis en place par le dispositif développé par Bruxelles Logement pour y parvenir. Donc, par contre, sur des logements acquis, à part les acquisitions clés sur porte de la SLRB, il y a l'extension du parc AIS qui continue, mais on n'a pas encore les chiffres à aujourd'hui, puisqu'on voudrait faire un monitoring qui part d'un point de départ qui est le 1er janvier 2022. Pour voir l'évolution par la suite. Oui, et puis la SLRB continue quand même à construire. Oui, tout à fait, bien sûr. Elle n'augmente pas son parc uniquement par l'acquisition. Hein. Voilà, mais donc on n'a pas de chiffres à donner maintenant. Bon, voilà. Ouais. Merci. Alors, un sujet encore qu'on n'a pas abordé et qui est abordé à la fois par Laurent et par Maud de la commune de Forêt, c'est le problème de l'insalubrité. Et de la problématique du relogement des personnes qui sont dans un logement insalubre. Est-ce qu'il y a des pistes pour surmonter cet Une obstacle? piste très concrète a été développée, elle est fonctionnelle depuis la semaine passée, il y a une famille qui a été relogée, c'est que la DIRL dispose maintenant de logements de transit. Okay. Je pense qu'il y en a 5 qui vont d'une chambre aux 3 ou 4 chambres, donc on peut accueillir les grandes familles. Et donc, le service d'accompagnement de la DIRL, ils ont 4 assistants sociaux qui accompagnent les gens qui déposent plainte et qui sont dans des conditions de vie vraiment compliquées, disposent maintenant de ce petit ballon d'oxygène qui est de dire on peut reloger les choses les plus compliquées. Mais il n'y a pas de mécanisme prévu dans le PUL d'octroi automatique ou favorisé de logement public aux personnes qui ont une interdiction d'habitabilité de logement par la DIRL. Voilà. Si je peux juste préciser, ma question était un tout petit peu plus corsée, Barbara. C'était de dire que c'est juste impossible que le propriétaire qui n'a pas entretenu son bien, voilà, il perd son locataire parce que tout d'un coup, on se rend compte que le bien est insalubre et la personne se trouve sans logement et que le propriétaire n'est pas tenu de reloger la personne à ses frais. Donc, s'il n'y a pas de système de sanction, le propriétaire n'a aucun intérêt à investir 1 centime dans son bien. Mais si le bien est insalubre et reconnu insalubre et inhabitable, il ne peut pas être loué. Et ce que nous sommes en train de mettre en place et qui concerne ça, effectivement, c'est l'alerte à l'enregistrement dans les services de population. Maintenant, clairement, quand les gens viennent s'enregistrer à la population parce qu'ils ont un nouveau logement dans la commune, ils sont dans le logement. Donc, si on se rend compte à ce moment-là que le logement a été déclaré inhabitable, ils sont quand même là.
Donc, il faut des mécanismes de relogement. Donc, les premiers logements de transit de la DIRL sont un premier pas, mais on réfléchit avec nos collègues de la DIRL à d'autres systèmes et qui ne sont pas prévus en tant que tels dans le PUL, mais parce que pour pouvoir rendre efficace le travail de la DIRL, il faut pouvoir proposer autre chose. Sinon, tout le monde est bloqué, on est bien d'accord, et le propriétaire, à part les amendes, il faut quand même se dire que relouer un logement qui est frappé d'une interdiction d'habitabilité, c'est 4 000 € d'amende la première fois. Donc, les auditions, ça file ici. Hein. Les gens sont convoqués. La DIRL, elle est vraiment très présente sur le terrain. Je pense qu'on va quand même, d'ici quelques années, avoir des résultats probants du renforcement de la DIRL, parce qu'elle a été renforcée en termes d'équipe par je crois une vingtaine d'équivalents temps plein qui sont venus renforcer les équipes qui étaient insuffisantes pour suivre toutes les plaintes. Oui. Bon, ça ne répond pas à la question du relogement, mais ça permettra sans doute d'avoir un effet dissuasif auprès des propriétaires véreux, tout simplement. Oui. Alors, il y avait encore une question, là on arrive à la fin, concernant les expulsions. Donc, on a bien entendu que pour le moment, il y avait un monitoring des expulsions qui était en cours, mais Carole nous rappelle que le PUL prévoyait tout de même la création d'un fonds pour couvrir des impayés de loyer. Et donc, elle vous demande où en est la réflexion par rapport à ça. Il n'y a rien du tout qui est en cours. Hein. Ce qui est en cours, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce monitoring des expulsions. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme modification législative dans le cadre du code pour le permettre. Alors, l'action du PUL en question parle effectivement de cette idée de créer un fonds, mais donc l'action, elle ne dit pas qu'elle va créer le fonds, elle dit qu'elle va évaluer la nécessité de le créer, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, aujourd'hui, sur cette action-là, qui est l'action 28 du PUL, la priorité, elle est donnée à l'évaluation de l'ordonnance du bail, et parce que c'est dans la même action, et à la mise en place de ce monitoring du logement. Et donc, très clairement, malheureusement, il n'y a pas encore eu de réflexion par rapport à cette évaluation de la nécessité de créer ce fonds. OK. Alors, ensuite, je pense que ce sera la dernière question vu qu'on arrive à terme. Et donc, je reviens en fait avec le message de Thomas sur la question du démembrement. On a parlé du projet Housing Deal de Sohonet notamment. Et donc, Thomas demande, et Thomas, tu me complètes si nécessaire, si un soutien à ce secteur émergent, donc, est-il envisagé, ainsi qu'un organe de gouvernance collaborative, privé, public, coopératif, associatif, dans l'idée donc de développer des projets type Calico. En fait, en termes de soutien à la mise en œuvre du démembrement comme un levier pour créer plus de logements abordables, il y a vraiment une envie de la région, enfin moi je le sens comme ça, de favoriser le modèle du CLT. Il y a un nouveau contrat de gestion qui est en cours de construction avec le CLTB pour pouvoir mieux cadrer donc, le rôle de la région du CLTB, donc les relations et le soutien de la région à ce qu'on appelle les alliances foncières régionales, puisque le CLTB en est une. Je pense qu'il y a vraiment une volonté enfin, corrige-moi si ce n'est pas le cas, mais de répandre la bonne pratique. Hein. Maintenant, sous quelle forme et à quel soutien, ça ne s'est pas encore défini. Non, et ce que je peux rajouter dans un tout autre cadre, mais donc vous le savez sans doute, mais la semaine dernière, il y a eu une réunion des ministres européens du logement à Nice, sous initiative de la présidence française, alors que le logement n'est pas une compétence européenne. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une déclaration qui a été adoptée par les ministres et donc c'est Bruxelles qui représente la Belgique cette année-ci dans les discussions européennes. Et donc, dans la déclaration, il y a un paragraphe qui concerne ces nouvelles alliances foncières, enfin, je ne sais plus très bien comment il a été dénommé,
nommé, mais c'était ça que ça voulait dire, très clairement. Et donc, il a fallu un peu se battre au sein des 27 États membres pour que ça figure dans la déclaration, mais ça s'y retrouve. Et si ça s'y retrouve, c'est vraiment grâce à l'action bruxelloise ou de la Belgique. C'était Yves qui nous représentait. Oui, Bravo voilà. Yves. Oui. Mais donc, non, mais il y avait une très claire volonté de soutien, mais aussi de la Flandre et de la Wallonie, mais de la part de la secrétaire d'État ici à Bruxelles pour que ça... C'était une de nos propositions et pour qu'elle reste dans la déclaration finale. Je crois que c'est important aussi. Oui, je voulais, juste pour compléter, quand je pose la question sur l'organe de gouvernance collaborative, c'est que dans les explorations, disons, autour du projet Calico, je me suis aussi rendu compte que dans le contexte de Barcelone, par exemple, où ils sont très en avance sur le soutien à des coopératives sur des sols démembrés, ils se sont rendus compte qu'ils devaient, évidemment, pour avoir une espèce d'organe permanent de collaboration entre les pouvoirs publics et ces différents acteurs-là, ils ont mis en œuvre véritablement une espèce d'organe tripartite, coopérative, secteur de financement privé et pouvoir public, pour pouvoir arbitrer au cas par cas, chaque fois, l'attribution d'enveloppes projet par projet, mais sur une base dynamique pour pouvoir justement quitter le critère strictement pilote vers quelque chose d'un peu plus structurant. Et là, je me disais, voilà, dans l'action 11 de mémoire, il y avait l'idée d'un accompagnement, de l'encadrement des relations AIS, etc. Donc, je ne sais pas d'où pourrait émerger un tel organe tripartite. Hein, ce honnête en est aussi un peu l'expression. Voilà, donc en tout cas, il y a une réflexion, à mon avis, à avoir là-dessus pour pouvoir passer d'un pilote à quelque chose qui serait de l'ordre de piloter une politique plutôt que d'approuver un projet, quoi. Mais c'est une réflexion à mener ensemble, probablement aussi, hein, en parenthèse. Mais... Ce serait intéressant, Thomas, si tu peux nous envoyer des informations sur ce que tu viens de décrire. Tout à fait, je vais le faire. Ce serait Ne gentil. sais pas. En fait, maintenant, il faut bien se dire une chose. Dans le PUL, il y a déjà 33 actions. Ouais. Donc, il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de travail législatif, réglementaire à mener. Donc, je ne pense pas qu'on va rajouter des nouveautés dans ce cadre-ci. Mais tout ce qu'on pourra à la fin du PUL, et ça, je m'y engage, et je crois qu'Yves est sur la même longueur d'onde, hein, même tout le monde, tout ce qu'on pourra identifier comme étant des bonnes pratiques qui auraient du sens dans la continuité de ce qui est là, ou pour améliorer ce qui est là, on en fera quelque chose, quoi. On remettra quelque chose quand on terminera la mission, ça c'est clair. Enfin, ça donnerait du sens à tout ce qui aurait été fait que de poser les jalons de ce qui va suivre, en fait. Oui. Voilà. Merci Thomas. Muriel, Yves, l'heure c'est l'heure. Il est 14h01, donc je me dois de libérer tout le monde. D'abord, de vous remercier, Yves, Muriel et toute l'équipe du PUL pour votre présentation et le temps que vous avez pris à répondre à toutes les questions. Merci aux participants. J'espère qu'on a pu aborder les questions de tout un chacun. Je suppose que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je les transférerai à Muriel et à Yves. Comme d'habitude, donc le webinaire, comme je vous le disais, a été enregistré, sera donc disponible sur notre chaîne YouTube très prochainement. Comme ça, si vous avez envie de le revisionner, vous en aurez tout le loisir de le faire. Voilà. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tout le monde et au plaisir de se croiser sur une